Nous allons reprendre avec la deuxième table de cette matinée qui va enchaîner et qui va essayer de tracer des réflexions et des pistes et des idées pour essayer de mettre en scène, de mettre en musique, de mettre en place toute l'histoire et toutes les mémoires dont on a pu entendre parler pendant la première table ronde. Comme la première table ronde, vous verrez, c'est également un panel de personnes et de personnalités qui ont des expériences à la fois différentes et très complémentaires et qui nous permettront de tracer quelques lignes de réflexion. Donc je passe tout de suite la parole à Fabrice Denis pour la première intervention. Bonjour à toutes et à tous. Merci à la Citadelle pour cette invitation et à cette possibilité de dialoguer de façon peut-être polyphonique. En tout cas, on est très, très enchanté de cela. Et je souhaite aussi la bienvenue à des étudiants de Master 2 qui vont accompagner une des dimensions du projet de la Citadelle, des étudiants en Master Administration des institutions culturelles qui se sont levés très tôt ce matin pour quitter Arles et venir jusqu'à Marseille. Donc bienvenue à eux et on devrait travailler avec eux aussi cette année, avec Mathilde, sur des projets. Alors, mon intervention, elle va être brève. Je n'ai pas du tout l'expertise de cette citadelle, à la différence de ce qui a été dit précédemment et qui était absolument passionnant. Je ne viens pas du tout ici en historien conquérant et vous dire ce qu'il faut penser de ce fort, c'est pas du tout ça. Moi, je suis un conservateur de musée, je dirige le musée d'histoire de Marseille, et donc on est de fait un partenaire naturel de ce qui va se faire ici, quelle que soit l'orientation qui sera prise. Le musée sera présent à un moment ou à un autre dans cette affaire. Moi, mon propos consiste peut-être à interroger le sens des mots aussi, parce qu'on entend parler de musée, de mémorial. Il est important peut-être aussi de comprendre ce qui peut se cacher derrière ces mots et ce qu'il peut y avoir d'inspirant aussi derrière des dynamiques que l'on peut trouver dans le monde des musées. Et en particulier dans le monde des musées que je représente, qui sont les musées de société. Donc il y a des interrogations aujourd'hui, et je vais vous donner quelques définitions. Malheureusement, je crois que ça sera peu visible à l'écran. Donc on pourra peut-être diffuser les présentations aux participants, parce que j'aurai malheureusement un certain nombre de définitions à donner dans mon intervention. Du coup, voilà, il est intéressant de regarder un peu ce que disent les musées aujourd'hui de leur propre situation dans le monde et de voir ce qu'il peut y avoir d'intéressant à aller piocher là-dedans. Alors, peut-être un petit peu d'étymologie tout d'abord. J'ai pris quelques notes, je suis désolé, je vais du coup les lire également pour ces définitions. Mais déjà, si on parle d'un mémorial, si on fait un peu d'étymologie, ça vient du latin, mémorial, qui veut dire en quelque sorte monument, souvenir. Un mémorial, c'est à la fois une publication, mais c'est aussi un édifice. Et on pourrait résumer un mémorial comme étant une forme durable de conservation d'un souvenir d'un fait, ou en tout cas d'une entité remarquable. Donc voilà cette forme durable de conservation d'un souvenir. Le monument, quant à lui, vient du latin monumentum, qui veut dire ce qui rappelle, ce qui perpétue le souvenir. Si on quitte la galaxie des monuments et qu'on arrive du côté des musées, je ne vous fais pas l'affront de vous décliner l'histoire des musées depuis le Muséon d'Alexandrie au IIIe siècle avant notre ère, mais il est intéressant de voir que les musées obéissent à une définition qui évolue depuis le temps, et je vous en ai présenté un certain nombre. Donc voilà, moi mon intervention est en 4 points. Pardon. Je reviens sur mon PowerPoint. Musée ou pas, on va en parler. Les musées de société, qu'est-ce qu'ils nous ont intéressant à nous dire sur ce qui se passe et ce qui va se passer ici. Un peu de création contemporaine aussi, puisqu'il va sans doute être question de création dans ce lieu, et les musées d'histoire ont de l'expérience sur ces sujets-là. Et un petit peu de méthodologie, je vous parlerai de ce que l'on fait dans les musées en matière de PSC, c'est-à-dire les projets scientifiques et culturels. Donc le musée, c'est un concept qui est donc en perpétuelle transformation. Je vous ai livré quelques définitions sans doute peu lisibles à l'écran, je ne sais pas. Mais en tout cas, grosso modo, l'évolution sémantique du musée depuis le 19e siècle, c'est qu'on passe d'un établissement absolument centré au départ sur ses collections, et le musée est fondé avant tout par ses collections et par une dimension un petit peu verticale qui consiste à diffuser des connaissances depuis les experts, les scientifiques, vers
le public, il n'est pas vraiment question d'autre chose. Et puis cette définition va évoluer sous l'impulsion d'associations professionnelles également, à commencer par une association internationale qui s'appelle l'ICOM, le Conseil international des musées, qui en 1946 édicte une première définition d'un musée. Le mot musée désigne toutes les collections de documents artistiques, techniques, scientifiques, historiques ou archéologiques ouvertes au public, y compris les jardins zoologiques et botaniques, mais à l'exclusion des bibliothèques, exception faite de celles qui entretiennent en permanence des salles d'exposition. Vous voyez, c'est très simple. En clair, un musée, c'est une collection, avant tout. L'évolution en 1974 est intéressante puisque les années 70, dans le monde des musées, c'est une nouvelle muséologie, c'est une nouvelle sensibilité qui commence à pénétrer comme ça le monde des musées. Et on voit bien qu'il y a une dimension sociale et sociétale, une responsabilité sociale qu'on attend du musée et qui intervient du coup dans cette définition de 74. Et cet été, miracle, il y a eu un consensus, je vous dis miracle parce que ça fait 4 ans que l'ICOM se déchire autour de ce que peut être un musée au XXIe siècle. Et enfin, le 24 août 2022, alléluia, on nous dit que le musée est une institution permanente à but non lucratif au service de la société qui se consacre à la recherche, la collecte, la conservation, l'interprétation et l'exposition du patrimoine matériel et immatériel. Ouvert au public, accessible et inclusif, il encourage la diversité et la durabilité. Voilà quand même des mots, on pourrait passer plusieurs jours sur chacun de ces mots-là, mais en tout cas, on voit une définition qui, très sensiblement, évolue vers une responsabilisation des équipes des musées dans un dialogue avec la société, dans sa diversité, dans les contradictions que tout ça peut représenter. Et de ce point de vue-là, les musées de société sont intéressants parce que dans le monde des musées, ils sont peut-être ceux qui sont à la pointe de ces questions-là. Et ce positionnement des musées de société correspond bien à cette belle phrase de Georges Bataille qui nous dit « Le musée est le miroir colossal dans lequel l'homme se contemple enfin sous toutes les faces ». Et donc ce côté multifacette, polysémique d'un musée est intéressant et je pense que le lieu dans lequel nous sommes, et les interventions de ce matin étaient déjà absolument éclairantes sur la diversité extraordinaire qui se passe ici, n'en déplaise à Vauban. Et du coup, le musée n'est plus considéré comme un lieu patrimonial, mais plutôt comme un pôle d'action sociale, une sorte de syndicat culturel. Vous imaginez, on est loin quand même des définitions académiques et un peu louvresques de ce que peut être un musée. On est vraiment aujourd'hui dans un opérateur de la société tout à fait particulier. Les musées de société, vous le savez, il y a une grande figure qui est M. Georges-Henri Rivière. Le MUSEM lui a consacré une superbe exposition. C'est le fondateur de la discipline de l'écomuséologie qui ouvre en 1937 au Trocadéro le musée des arts et traditions populaires. Et ce monsieur va vraiment instaurer des réflexions nouvelles, d'un genre nouveau, qui donne lieu à ce que l'on appelle aujourd'hui des musées de société, qui propose une relecture de l'histoire et de sa résonance actuelle, qui s'intéresse aux questions de diversité culturelle, de vivre ensemble, qui interroge des notions d'identité qui sont aujourd'hui devenues interculturelles et cosmopolites, et qui s'ouvre à des questions et des enjeux qui vont bien au-delà de la question de la conservation du patrimoine, et qui croisent la question du patrimoine avec bien d'autres disciplines écologiques, environnementales, de développement durable ou de coopération internationale. Et ces musées ont la particularité de d'être traversés par des politiques d'exposition temporaires qui font la part belle à des questions contemporaines. Et c'est donc, ça fait une transition avec le point 3, puisque ce sont des musées où on va retrouver, peut-être plus qu'ailleurs, la place singulière occupée par des artistes, par des créateurs, qui viennent, à l'invitation des musées, activer et réactiver, ou en tout cas pointer du doigt la question du discours, formellement établi dans les musées. Le musée est une institution durable qui fabrique un discours au regard d'un projet scientifique et culturel. Ces discours, pour des raisons des fois matérielles, n'évoluent pas toujours très vite, pas toujours au rythme souhaité, et il est donc nécessaire de parfois se faire un peu chahuter, se faire un peu envahir dans ces musées d'histoire par des artistes qui peuvent venir expliquer là où il y a de la dissonance ou là où le discours doit évoluer. Donc
sur cette carte illisible, eh bien, vous voyez qu'il y a eu il y a des initiatives nombreuses. On avait accueilli au musée d'histoire une stagiaire de ce master d'ailleurs que je citais tout à l'heure, et qui avait fait tout un travail d'inventaire de toutes des initiatives de résidence d'artistes dans des musées d'histoire, dans des musées de ville. Et ça avait donné lieu à un séminaire pendant la Biennale d'art contemporain Manifesta. Et ce séminaire avait été l'occasion d'inviter un certain nombre de collègues, et en particulier le musée de Francfort, qui fait tout un travail dans la ville de Francfort avec les habitants de Francfort, et qui fabrique à l'intérieur du musée des maquettes de la ville telle qu'elle est perçue par les habitants de Francfort. Et ces maquettes viennent bien un peu en résonance ou en dissonance avec des documents beaucoup plus urbanistiques ou beaucoup plus scientifiques. Le musée d'histoire de Marseille a ouvert hier soir une exposition qui s'appelle Objet d'une rencontre, et qui est typiquement une exposition qui illustre ce dont je vous parle. Il y a 20 designers et 20 créateurs d'objets d'art qui se sont rassemblés dans le musée, qui ont imaginé à l'intérieur du musée de nouvelles formes de collection qui éclairent d'une certaine façon notre parcours. Alors là, c'est encore plus illisible, j'en suis désolé, mais ça peut faire le lien avec Émilie Sidzia, c'est-à-dire un petit peu l'idée de chercher à comprendre les enjeux lorsqu'on décide d'ouvrir les musées à la création contemporaine. C'est pas pour faire du Jeff Koons à Versailles, c'est pas ça. Il y a l'idée quand même je n'ai rien contre ces initiatives, mais elles sont peut-être un peu d'un genre spectaculaire qui n'est pas toujours celui que nous recherchons, dans l'idée de renforcer la dynamique d'une exposition, d'interroger le public, de mettre le public dans une posture un petit peu différente de celle qui est la sienne lorsqu'il visite un musée, et un musée d'histoire en particulier. Bref, vous retrouverez dans ces diapositives plus tard un certain nombre de réflexions qui peuvent encadrer un peu conceptuellement l'idée qu'il y a derrière l'acte qui consiste à faire créer des gens, des artistes, à l'intérieur de nos espaces muséaux. Et enfin, et c'est un peu c'est pas une conclusion, mais c'est pour dire que ce qui peut être également intéressant pour ici, pour la Citadelle, et ce qui va se tramer dans les années et décennies qui viennent ici, c'est peut-être la méthodologie inspirée de ce que l'on fait dans les musées, qui s'appelle la rédaction d'un projet scientifique et culturel. C'est un document qui a un caractère obligatoire, puisque le Code du patrimoine, depuis 2016, impose à tout musée de France, un musée labellisé par le ministère de la Culture, en quelque sorte, d'être doté d'un projet scientifique et culturel. Donc tous les musées de France sont en ce moment en train de rédiger, parce que par exemple à Marseille, je ne citerai pas de nom, mais il y a 2 musées sur 14 qui sont dotés de leur PSC, dont le musée d'histoire. Mais c'est des documents qui évoluent évidemment avec le temps, qui ont une durée de vie de l'ordre de 10 ans. Donc on a du coup en ce moment un travail collectif d'écriture. Un PSC, c'est un document où on se projette. On ne rentre pas dans le détail de tout ce qu'on va faire, mais on donne une direction. On met le cap quelque part, on détermine des politiques de partenariat, on détermine un peu la sensibilité avec laquelle on va travailler, on va valoriser nos collections, et on va aussi évidemment pointer la question des moyens humains, financiers, bien entendu, dans ces documents, mais ce n'est pas le seul but. C'est vraiment l'idée d'établir une espèce d'ADN évolutif en interne et en externe, de sorte que l'intégration dans l'écosystème puisse se passer au mieux, en quelque sorte. Voilà, à peu près ce que je voulais vous dire, et je cède la parole à ma collègue Émilie Sidzia. Merci. Je sais pas pour mettre les... Bonjour, merci beaucoup de m'accueillir aujourd'hui. Je suis donc Émilie Sidzia, je suis professeure à l'Université d'Amsterdam et professeure associée à l'Université de Maastricht. Mon champ de recherche, c'est l'impact de l'art sur les publics, les pratiques participatives, la muséologie en général et les études interdisciplinaires mots-images. Il faudra me pardonner, il y aura des anglicismes. Normalement, je travaille en anglais, donc je fais au mieux. Ce que je voulais regarder aujourd'hui avec vous en particulier, et c'est un peu une conséquence du travail qu'on a commencé avec Fabrice Denise, c'est vraiment tenter de clarifier le rôle de l'art dans le musée d'histoire. L'art dans les lieux de mémoire est souvent utilisé, mais les buts institutionnels, ils ne sont pas toujours clairs. Et c'est ça le problème. C'est-à-dire que pour moi, effectivement, Jeff Koons
à Versailles ou à Marseille, il faut que ça prenne sens. S'il n'y a pas d'intention de la part de l'institution, je pense que ça devient très rapidement très problématique. Donc ce que j'ai fait avec, ce que j'ai développé un petit peu avec Fabrice, c'est un système pour essayer de déterminer en fait quel est le but, le rôle de l'art dans le musée d'histoire. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a adapté du travail de Tina Ropola, de son livre Designing for the Museum Visitor Experience, qui a été publié en 2010. Mais l'adapté spécifiquement donc à l'art dans le musée d'histoire. Donc c'est un schéma qui est en travaux. C'est quelque chose sur lequel on travaille par petits bouts, une fois tous les 2 ans. Enfin, on en discute. Donc si vous avez des suggestions, si vous voulez nous aider à développer le plan, si vous avez des exemples, n'hésitez pas à nous contacter. Donc il y a différentes catégories. Pas aider non plus. Merci. Il y a différentes catégories, différents types de rôles en fait que l'art peut jouer. Le premier, c'est un rôle d'élargissement, c'est-à-dire que l'art vient pour élargir le discours, le propos, pour élargir les concepts, pour élargir l'impact affectif ou l'impact expérientiel. Et c'est par exemple ce qu'on voit avec Fred Wilson dans Mining the Museum, dans le Maryland Historical Society, où on a des interventions artistiques qui viennent poser des questions, élargir donc le propos de l'exposition. Donc cadrer, ça peut être aussi le rôle de l'art. Donc cadrer, donner un cadre institutionnel, un cadre de l'exposition ou offrir des nouveaux cadres. Et c'est par exemple ce qui avait été fait pendant Manifesta avec l'intervention de Sarah Wadou, I give you back what's mine, you give me back what's yours au musée d'histoire de la ville de Marseille. Donc ça peut être un des rôles importants. Donc après, il y a canaliser, c'est-à-dire que l'art peut être aussi utilisé pour canaliser le propos, la narration, canaliser l'expérience sensorielle ou l'expérience spatiale. Donc ça, c'est en général des interventions qui sont beaucoup plus petites et beaucoup moins intéressantes. Mais donc ce sur quoi je voudrais me concentrer aujourd'hui, c'est vraiment deux types d'interventions qui me paraissent moi plus intéressantes, qui sont donc expérimentées tout d'abord, et puis ensuite développer des formes de résonance. Donc, pour expérimenter, ce qui est intéressant à mon avis au niveau de la citadelle, c'est qu'il y a des différentes formes que cette expérimentation peut prendre. Et les artistes sont souvent très engagés dans ce type de production, parce qu'en fait, traduire le sensible et artistique pour faire penser, c'est quelque chose qui intéresse souvent les artistes. Donc là, ce que je voulais vous montrer, c'était deux petits exemples. Et, enfin, ça peut prendre beaucoup de formes. Hein. Ça peut prendre la forme du jeu de rôle, d'une expérimentation sociale, une expérimentation sensorielle, un catalyseur d'engagement. Moi, je repense aux histoires qui nous ont été données tout à l'heure, des histoires très personnelles, très individuelles. Je pense que ça peut être quelque chose qui peut être très intéressant pour un artiste de développer quelque chose justement où on devient un de ces personnages historiques. Mais bon, ce que je voulais vous montrer, par exemple, c'est deux petits exemples rapides. Le premier, c'est History's Footnote. Et donc là, on a 11 artistes internationaux de l'Afrique à l'Alaska qui dénouent des traumatismes et des injustices raciales, sexuelles et culturelles, etc. et qui en font une exposition, qui est une exposition très sensorielle, qui s'est tenue à Marès, qui est un centre d'art et de culture à Maastricht. Et un deuxième exemple, c'est le musée de l'abandon, qui est un musée participatif numérique, qui en fait, qui à mon avis est aussi un exemple intéressant du fait des histoires difficiles et dissonantes qui sont présentées. Ouais, voilà. En fait, c'est un foyer hospitalier pour mineurs déficients irrécupérables. Hein, c'est la façon dont il les nomme, et qui est devenu en fait un point de référence pour l'abandon des enfants en Roumanie. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont scanné en 3D le bâtiment. Ils ont collecté les histoires, les symboles, les interviews, ils ont fait des rendus artistiques et des objets trouvés, et ils ont créé un environnement digital. Et la raison pour laquelle ils sont concentrés sur l'environnement digital, c'était plutôt une question pratique au niveau du bâtiment. Mais cette démarche de collection des histoires difficiles, de témoignages, je pense que ça peut être quelque chose de vraiment intéressant pour la citadelle. Ensuite, je suis passée à la
au problème de... Décidément, j'ai vraiment... il m'aime pas. Ensuite, je voudrais passer à une deuxième fonction de l'art dans le musée d'histoire, qui est le développement d'une forme de résonance avec le public. Et là, on n'est plus dans la traduction sensible et artistique pour faire penser, mais on est dans le faire sentir. Et là, il faut faire très attention aux manipulations du public. Je pense qu'il y a une responsabilité éthique qui est importante. Le plus célèbre exemple, je pense, ce sont les vides qui sont organisés dans le musée juif de Berlin. Donc là, vous avez deux photos. La première, c'est une installation artistique qui s'appelle Fallen Leaves, où vous marchez en fait sur des visages qui crient en métal à travers une pièce, et on se retrouve bloqué et on doit excusez-moi. On se retrouve bloqué et on doit repartir dans l'autre sens. Et au niveau émotionnel, ça crée un engagement instantané et une compréhension instantanée de la part du visiteur. Donc ça arrive à traduire ces énergies et ces émotions de façon très concrète pour le visiteur. De la même manière, le jardin, qui est un jardin un peu limbiratique, et ce que vous voyez sur la photo, c'est comment on se sent dans ce jardin. C'est la vue très limitée qu'on a du monde du jardin. Donc on est complètement écrasé par l'architecture. Et je pense que ça crée une résonance perceptuelle qui est très efficace, pareil au niveau de l'impact sur les visiteurs. Donc je pourrais vous en dire beaucoup plus sur les problèmes d'empathie, d'engagement du public. Mais je pense qu'il est aussi important de discuter et de penser, quand on est en début de développement de projet comme ça, aux problèmes qui vont venir avec ces formes de développement et ces intégrations d'art dans des lieux de mémoire dissonants. Donc il y a les problèmes évidemment qui sont liés à l'autonomie des artistes et au rôle social de l'artiste. Donc cette tension entre rôle social et autonomie, je pense que c'est quelque chose auquel il faut penser tout de suite. Ce passage de l'histoire super individuelle au collectif, je pense que c'est aussi quelque chose sur lequel il faut réfléchir. Et on a eu un bel exemple tout à l'heure où on avait ces histoires très très individuelles et je ne sais pas parler sans mes mains, alors là je suis vraiment donc on avait ces histoires très très individuelles qui d'un seul coup devenaient symbole d'une histoire collective. Et je pense que c'est ça qui est intéressant dans un lieu comme le lieu où on est, c'est vraiment des histoires de négociation d'histoires individuelles et d'histoires collectives. Je pense que pour pouvoir vraiment capturer ce passage de l'un à l'autre, l'œuvre artistique a un réel avantage. Ensuite, je pense qu'il faut aussi réfléchir au problème de respect d'agentivité du public et au problème de manipulation. J'en ai déjà parlé tout à l'heure. Je pense que c'est quelque chose, en tant qu'institution, on a aussi un rôle important dans ce respect donc, du public. Est-ce que ça veut dire un respect du public non seulement au niveau de la restitution, donc au niveau de la médiation, mais aussi un respect du public au niveau de la construction de ces discours. Donc on parlait tout à l'heure de l'importance de la relation des habitants de la ville de Marseille avec ce lieu. Je pense que c'est quelque chose qui doit absolument revenir en avant. Et finalement, c'est cette mise en dialogue avec le public qui fera ou non le succès, je pense, d'un lieu comme la Citadelle. Voilà, je vais m'arrêter là parce que de toute façon, c'est... Merci. Merci beaucoup. Alors, on va échanger de place en premier. C'est un petit numéro. On n'est pas encore très, très au point, mais on pense à faire un numéro un jour avec Pierre. Pour le cirque. Donc on va passer à l'intervention de Pierre Sintès, qui est géographe, culturel et humain. L'un n'empêche pas l'autre. Et qui est engagé depuis un certain nombre d'années dans le genre d'expérimentation qu'a cité Émilie tout à l'heure. Donc où il fait travailler ensemble des artistes, des spécialistes de sciences humaines et sociales comme lui, et puis des lieux
patrimoniaux ou non, ou en tout cas chargés d'histoire, et où particulièrement il aime bien titiller les lieux où il y a ce qu'on appelle des mémoires dissonantes. Voilà. Merci beaucoup, merci Cyril, merci beaucoup à Mathilde Rubinstein de m'avoir invité à échanger aujourd'hui autour de cette question de mise en valeur d'un lieu tel que celui-là. Bon, je voudrais d'abord vous prévenir que si vous entendez des petits bruits dans le micro, c'est que je commence à claquer des dents. Voilà, j'espère juste, Cyril, que ce ne sera pas décompté sur mon temps de parole. Voilà. Donc là, en fait, je vais vous proposer de revenir sur des expérimentations que j'ai faites de dialogue entre art et sciences autour d'espaces, justement, comme vient de le signaler Cyril, dans lesquels il existe une pluralité de mémoires ou dans lesquels on aborde la pluralité des mémoires. Mais avant cela, je voudrais revenir sur des éléments, je dirais, de contexte généraux, sur les relations entre mémoire et monument, puisque c'est l'un des axes forts de mes travaux de ces dernières années. Au départ, moi, je suis un géographe et quelqu'un qui étudie la géopolitique de la région des Balkans, sur des questions plutôt de minorité de frontières. Et c'est à partir de cette expérience de recherche-là que j'ai commencé à échafauder cette réflexion sur les relations entre mémoire et monument. Donc, je vais vous présenter aujourd'hui. Donc, ce sont des travaux qui partent de l'idée qu'il existe un lien consubstantiel entre mémoire et monument ou monumentalisation, un lien consubstantiel qui est incorporé dès l'étymologie du terme monument, puisque comme l'a signalé Fabrice Denise, le terme monument est directement lié dans son étymologie avec la question du souvenir, de la remémoration. Il est construit autour de la racine indo-européenne men, justement, qui renvoie à cette question de la remémoration, qu'on retrouve en particulier dans un verbe latin comme monere, qui renvoie à cette capacité à se souvenir. Donc il y a bien une volonté de se souvenir et de commémorer dans l'objet monument. Et quand on envisage cette question au niveau de la mémoire collective, le monument participe à ce que Maurice Halbwachs décrit des relations croisées entre mémoire, espace et appartenance, puisqu'il agit comme une incarnation, voire comme un catalyseur de la mémoire collective, en reliant les espaces physiques et les souvenirs. Et ce faisant, il renforce, bien entendu, comme vous le savez, les identités collectives. Donc cette dimension collective est encore plus évidente quand on envisage les rassemblements que les monuments occasionnent à l'occasion des commémorations, des manifestations mémorielles ou de la réappropriation des lieux. Là, je vous ai pris une photo de la place centrale de la ville de Skopje en République de Macédoine autour d'un monument qui a été construit dans les années 2000, qui est un monument d'Alexandre le Grand qui a fait couler beaucoup d'encre et qui a surtout provoqué des dissensions géopolitiques très fortes entre la République de Macédoine et son voisin méridional, la Grèce. Voilà. Bon, mais quand on envisage cette question de la mémoire dans les monuments, on peut se poser la question de savoir de quelle mémoire s'agit-il, et la mémoire de qui parle-t-on. Dans la plupart des cas, c'est bien souvent, d'une manière ou d'une autre, la construction de l'État moderne et de ses serviteurs qui est célébrée dans les monuments de nos villes. On en célèbre les martyrs, les événements glorieux, et également on se projette autour de ces monuments dans un avenir commun au sein de cet État-nation moderne. Mais ce que l'on sait, ce que les historiens nous montrent bien, c'est que, par exemple, dans les études qui ont été faites autour des monuments des régimes totalitaires, en particulier du nazisme, cette mémoire mythique de l'État-nation, cette mémoire monumentale, quand elle s'incarne dans des formes monumentaires abouties, écrase, plus qu'elle ne célèbre véritablement, les événements du passé, puisqu'elle les inscrit toujours dans des interprétations qui sont rigides, étroites, des mythes collectifs qui sont souvent partiels et sélectifs. Et justement, il semblerait qu'aujourd'hui, ce soit ce caractère monolithique et étroit du récit monumentaire qui est remis en question par de nouveaux discours dans la période contemporaine. Des discours de différents niveaux, de différentes échelles, qui rendent aujourd'hui visibles dans l'espace de nos villes de nouvelles revendications mémorielles, alternatives à la mémoire nationale, à partir de passés qui sont souvent des passés traumatiques, des passés occultés, liés à la violence, à des violences passées. En France, on parle régulièrement de la question de l'esclavage, de la Shoah, du déracinement des migrants ou de la colonisation. Et cette nouvelle dynamique peut avoir un effet sur les monuments eux-mêmes. Je vais prendre l'exemple marseillais que j'aime bien utiliser. C'est le monument du square de Verdun, le monument des Mobiles, qui offre dans sa forme même
une incarnation assez emblématique d'un tel processus. C'est un monument qui a été construit en 1892 pour commémorer les volontaires des Bouches-du-Rhône engagés contre les Prussiens lors de la guerre de 1870-1871. Un monument qui a recueilli le nom des victimes aussi des conflits menés par la France par la suite, en particulier la Première et la Seconde Guerre mondiale, et puis les conflits de colonisation et décolonisation. Il est intéressant de noter que dans les années 70 et 80, la base du monument a été agrémentée de petites plaques, de petites plaques qui évoquent des mémoires de groupes plus restreints, de groupes particuliers qui ont participé à certains conflits et qui désirent y honorer leurs morts. On trouve ici en bonne place les Grecs de Marseille, mais aussi les Catalans, les Arméniens, les Harkis, les Juifs, entre autres. Donc cela illustre bien le processus dont je parle, c'est-à-dire de l'émergence d'une diversité de points de vue sur le message qu'il convient de tenir publiquement sur le passé dans le cadre de ce monument. Notons que les choses peuvent aller encore un petit peu plus loin, puisque le monument des Mobiles a été au cœur de polémiques encore plus vives, en particulier depuis 2013-2014, qui concernent l'histoire coloniale, avec entre autres la position officielle à proximité d'une plaque commémorant les victimes des massacres de Sétif et Guelma, donc de 1945 en Algérie, polémique qui résonne avec d'autres cas marseillais que j'ai mis ici sur l'écran, que vous voyez mal, donc la question des escaliers de la gare Saint-Charles, de l'école Bugeaud, etc., etc. Donc, comme nous le montre cet exemple et ces exemples, on voit que des versions plus locales ou plus minoritaires du passé sont visiblement en mesure de s'exprimer plus régulièrement aujourd'hui dans l'espace public de nos villes. Et ces inflexions importantes, les inflexions portant sur ces questions de mémoire dans l'espace des villes, ont été également accompagnées de transformations tout aussi radicales dans les logiques artistiques de la fin du XXe siècle, puisque des artistes ont commencé à penser de nouveaux monuments qui ne visaient justement plus uniquement à la mise en scène de l'histoire officielle, mais aussi à explorer, au contraire, cette pluralité des points de vue sur le passé. Les plus célèbres de ces monuments, qu'on appelle des contre-monuments, ce sont des monuments élaborés autour de la mémoire des victimes du nazisme en Allemagne. Ce sont les monuments de Jochen Gertz. Donc je vais en évoquer deux en particulier, qui sont ici encore une fois sur l'écran. Je ne sais pas si vous arrivez à les voir. Le premier, c'est le monument hambourgeois contre le fascisme, qui a été élaboré en 1986. Il s'agit d'une colonne de section carrée de 1 mètre de côté et de 12 mètres de haut, qui est recouverte d'une mince couche de plomb que les passants étaient invités à griffonner ou à signer après avoir lu une inscription présentant le projet. Et aussitôt que la surface disponible était complètement gribouillée, si je puis dire, couverte, le monument était abaissé d'1 mètre jusqu'à sa disparition totale. Deuxième monument, c'est le monument contre le racisme ou le monument invisible réalisé avec l'aide d'étudiants de l'école d'art de Sarrebruck en 1990, où l'artiste a gravé illégalement tout d'abord le nom des cimetières juifs d'Allemagne antérieurs à 1945 sur la face retournée des pavés. Il déterrait un pavé, il gravait sur la face cachée le nom d'un cimetière juif disparu à l'époque pendant la période nazie, et il remettait le pavé sur la place. Donc là, dans ces deux cas, il est intéressant de noter que l'artiste détourne le caractère habituellement démonstratif du monument. La deuxième œuvre s'appelle Le Monument Invisible, comme je vous l'ai dit. Donc, il s'agit là d'ouvrir la voie vers un nouveau type de discours commémoratif où la mémoire n'est plus octroyée par le pouvoir dominant, mais plutôt travaillée par la mise en question, par l'effet que ces nouveaux monuments sont censés provoquer chez le visiteur. Il est intéressant aussi de voir comment ce type de monument brouille les frontières entre mémoire publique et mémoire communautaire, entre mémoire collective et mémoire individuelle, mémoire stato-nationale et mémoire universelle. Et il nous donne aussi l'occasion d'explorer des points de vue donc plus minoritaires, plus fragmentaires, et d'envisager les traumas, les non-dits de l'histoire, en les rematérialisant au cœur de l'espace public. Mais notons que l'intégration de ces différentes œuvres sur le marché de l'art, leur institutionnalisation, leur réalisation dans le cadre des activités officielles font comprendre comment ces nouvelles formes ont aussi pu devenir des moyens d'expression conventionnels de la mémoire officielle, ne se limitant donc plus ou pas, pas ou plus plutôt, à des gestes qui seraient des gestes radicaux ou des gestes de militants. Et de cela, c'est le mémorial
aux morts américains du Vietnam de Washington DC, qui est l'exemple le plus éloquent, puisqu'on a une œuvre là qui fait bien penser à un contre-monument comme ceux de Geertz, par son caractère minimaliste, discret, par son caractère non conventionnel, mais on y traite bien là une mémoire des plus officielles dans le cadre d'une commande tout à fait institutionnelle qui célèbre de manière assez univoque le récit national états-unien, en particulier le récit sur la guerre du Vietnam. Voilà. Alors, le monument a cependant, par sa forme, dérouté certains observateurs, plus habitués à la grandiloquence et à l'exaltation héroïque, au point de l'avoir fait flanquer en 1984 et 1993 contre l'avis de l'artiste, de statues figuratives plus conventionnelles en bronze, les Three Soldiers, qui représentent la diversité ethnique américaine avec 3 soldats, un blanc, un noir, un hispanique, et puis donc en 1993 le Vietnam Women Memorial à la demande d'organisations féministes. Bon, ici on voit que les enjeux proprement artistiques autour de ces monuments illustrent ce que j'ai décrit précédemment, une tension entre histoire officielle et mémoire individuelle, l'émergence d'une pluralité de points de vue sur l'histoire et la production d'une juste mémoire tenant compte à part plus ou moins égale des différents groupes ou des différents sous-groupes concernés. Pensez ici avec les catégories de la société nord-américaine sur la base de l'ethnicité et du genre. Donc c'est à partir de 2017 qu'avec mon collègue Alessandro Gallicchio de l'Université Paris 4 et du Centre André Chastel, nous avons choisi d'aborder ces différentes questions que je viens d'ici de poser dans cette première partie, dans le cadre de nos travaux et surtout dans le cadre d'expérimentations de recherche. Cela a donné lieu à plusieurs programmes qui ont été soutenus par Aix-Marseille Université, que je vais donc vous présenter à présent pour contribuer au débat d'aujourd'hui sur ce lieu. Donc le premier projet que nous avons mis en œuvre, c'est un projet qui a été financé par la Fondation Amidex entre 2017 et 2019, qui s'intitulait Monumentalisation et espace urbain dans les Balkans et en Méditerranée, projet donc Monumed, qui visait la constitution d'équipes mixtes d'artistes et de chercheurs pour échanger sur la question des monumentalités contemporaines à partir d'un séminaire qui a été tenu à la fois au FRAC-PACA et au MUSEM, qui croisait les perspectives d'artistes et de chercheurs sur ce sujet. Nous avons également organisé plusieurs journées d'études à Florence, à Thessalonique, à Aix-en-Provence, et des résidences en groupe plus réduits avec artistes et chercheurs. Donc aussi bien à la Fondation Camargo à Cassis qu'à la Villa Romana à Florence. Ces différentes expérimentations ont donné lieu à une exposition au Centre d'art Villa Romana à Florence, en Italie, qui était intitulée Monumento Sfatto, en italien, je ne sais pas trop comment le traduire, faire et défaire les monuments, par exemple. L'objectif de cette exposition était d'insister sur le caractère construit et contextuel de la monumentalité. Et pour l'exposition, cette relation justement entre mémoire et monument était particulièrement traitée par les œuvres d'un duo d'artistes que je vais vous présenter, Leonora Bisagno et Bruno Balzer. Certaines ont été produites à partir de leur résidence sur place au moment du projet, et puis d'autres ont été aussi produites dans le cadre d'un séjour au Canada pendant une résidence à la Fondation Darling, qui est une résidence d'artistes à Montréal. Donc c'est l'œuvre qui s'appelle Si je me souviens, que je vais vous présenter maintenant, qui reprend en fait l'archive photographique. Donc elle a été présentée à la Villa Romana, mais elle reprend l'archive photographique d'une intervention in situ réalisée sans autorisation sur le site d'une carrière qui est en plein centre de Montréal, qui s'appelle la carrière Francon, où le duo d'artistes a fait graver par un alpiniste sur les flancs de la carrière l'inscription Si je me souviens. Et cette inscription en fait est un détournement de la devise de la belle province du Québec, je me souviens. Et avec cette inscription, ces artistes ont voulu rappeler ou faire rappeler, avec l'ajout de ce si un petit peu provocateur, que la conquête et la mise en valeur des terres, celle-là même où est gravée cette inscription provocatrice, a été réalisée sur des territoires qui appartiennent à ce qu'on appelle au Québec les Premières Nations, c'est-à-dire les tribus amérindiennes. Donc c'est une intervention de land art militant qui nous renvoie aussi à cette monumentalité inversée des contre-monuments de Geertz, donc présentant une sorte de contre-mémoire silencieuse qui mettrait en question de manière nécessaire les tabous de la mémoire officielle québécoise. Le second projet, donc voilà quelques photos de cette intervention. Le second projet dont je vais vous parler maintenant, c'est un projet qui a été
organisé au moment de la Biennale Manifesta 13. C'est le projet Rue d'Alger qui contenait à la fois une exposition et un ensemble d'activités qui avait encore une fois, pour sujet principal de traiter de la relation entre mémoire et monument, et plus globalement mémoire et espace urbain. Aussi bien par les œuvres choisies pour l'exposition que par les thématiques de différentes rencontres que nous avons essayé d'organiser pendant la durée de l'exposition. Essayé d'organiser parce que l'exposition, malheureusement, n'a été ouverte qu'une demi-journée, puisqu'elle a ouvert le jour du confinement de 2020. Donc, malgré cette ouverture vraiment très, très éphémère, nous avons réussi à maintenir la vie autour de cette exposition en organisant quelques visites pour quelques privilégiés, mais aussi en maintenant le cap, en continuant à organiser les activités qui étaient prévues, mais plutôt en ligne. Donc, c'était un peu difficile, bien sûr, de faire des performances en ligne, mais on y est quand même parvenu. Et puis, nous avons tenu un ensemble de journées d'études et de séminaires, de cycles de réflexion, sous la forme d'un webinaire, même si originellement ces activités auraient dû se tenir sur le lieu même de l'exposition pour justement permettre de faire dialoguer aussi bien le lieu dans lequel l'exposition était organisée, donc que je vais vous présenter maintenant, les œuvres présentées et puis les différents chercheurs. Alors pour contribuer au débat d'aujourd'hui, je vais surtout insister sur la présentation du lieu dans lequel l'exposition s'est tenue. Le lieu aurait dû également se tenir les manifestations associées. Donc il s'agit de l'Institut culturel italien de Marseille, qui est un lieu qui est situé à Marseille, précisément rue d'Alger, d'où le titre de l'exposition, dans un complexe de bâtiments qui inclut également le consulat d'Italie. Et même si cela est assez peu, on est là dans rue d'Alger, dans le quartier du boulevard Baille, près de la station de métro Baille. Donc même si cela est assez peu connu à Marseille, c'est un bâtiment qui a été construit en 1934 par le régime fasciste italien pour abriter ce que l'on appelle une Casa d'Italia, c'est-à-dire un ensemble de services qui étaient destinés pour le régime fasciste à préserver l'italianité des très nombreux migrants italiens installés à Marseille. Et donc l'objectif était de l'utiliser comme un point d'appui potentiel pour ce rêve expansionniste italien du Mare Nostrum, c'est-à-dire d'une Méditerranée italienne, héritière de l'Empire romain. Donc, par l'organisation d'une exposition sur la question des mémoires difficiles dans l'espace public, en la confrontant précisément à la mémoire de ce lieu et en remobilisant cette mémoire par l'ouverture d'archives du consulat d'Italie et par leur mise en contexte, leur présentation dans l'espace d'exposition elle-même, et puis par la mise en dialogue de ces archives avec la présentation d'œuvres d'art contemporain, avec la présentation aussi du point de vue des chercheurs qui se sont exprimés dans le cadre des journées d'études et du webinaire. L'objectif était de provoquer une confrontation entre la mémoire de la colonisation italienne en Méditerranée et aussi la présence de la mémoire coloniale à Marseille. Il s'agissait par cette exposition et par le programme qui lui était associé d'opérer une sorte de remonumentalisation éphémère de ce lieu tombé dans l'oubli, afin d'en permettre une réappropriation, d'en questionner aussi les héritages pour la société d'aujourd'hui. C'est aussi une sorte de contre-monumentalisation, c'est-à-dire aussi une redécouverte, une analyse critique et comparative qui s'est avérée fructueuse, tant les débats ont été riches dans le cadre de ce programme, débats donc qui ont fini par donner lieu à la publication de 2 ouvrages, un catalogue d'expositions et un recueil de textes scientifiques sur ces questions, ouvrages tous les 2 disponibles dans les bonnes librairies marseillaises. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci pour le sprint de ces 19 minutes quasiment. Bravo. Donc on continue le petit numéro de chaise musicale. Je pense que vous voyez aussi bien que moi le PowerPoint. Donc j'interviens ici aujourd'hui surtout je vais parler de la convention de Faro. Je suis gérant d'une coopérative d'habitants à Marseille qui s'appelle Hôtel du Nord, dont on est 3 représentants ici aussi avec Gérard et Chloé. Et c'est une coopérative qui, depuis une douzaine d'années, surtout dans les quartiers nord de Marseille, essaye d'exercer le droit au patrimoine culturel, qui est un droit qui est reconnu par le Conseil de l'Europe et qui essaye de l'exercer dans le cadre de l'action publique, donc, notamment avec des coopérations, par exemple, avec le Musée d'Histoire de Marseille.
Et donc c'est dans ces quartiers depuis maintenant une douzaine d'années, et bien avant déjà, avec un travail que menait une conservatrice qui s'appelle Christine Breton, dans le cadre d'un programme expérimental de patrimoine intégré dans les quartiers nord de Marseille. On fait un travail à la fois qui va, je dirais, depuis la désignation de ce qui fait patrimoine pour nous jusqu'à son interprétation, sa valorisation. Ça veut dire le sous-titre d'Hôtel du Nord, c'est Fabrique d'Histoire. Donc c'est tout ce qui est collecte de données, collecte de récits, le travail sur l'interprétation, l'appel aussi à des géographes, à des historiens à venir avec nous marcher dans ces quartiers pour documenter et interpréter ces récits. Mais aussi Hôtel du Nord, le nom, c'est aussi un travail d'hospitalité. Ça veut dire qu'on invite les gens aussi à venir marcher avec nous dans ces quartiers-là et à découvrir ces récits. Et on a développé une offre d'hospitalité au moment de Marseille, capitale de la culture, ce qui veut dire que la possibilité de venir donc marcher, participer à des balades patrimoniales, mais aussi on a produit, édité une vingtaine d'ouvrages, dont Gérard en a édité 2, lui, sur les gares et un sur l'histoire de Marseille. On a ouvert des chambres aussi. Il y a maintenant à peu près 25 hébergeurs dans les quartiers nord de Marseille qui proposent de venir dormir dans des chambres d'hôtes. Mais chaque chambre est l'occasion aussi de rencontrer des habitants et des récits. Et dans ces chambres, vous allez trouver ces ouvrages, vous allez trouver des cartes postales, vous allez trouver aussi des produits locaux. Puisque dans la coopérative Hôtel du Nord, on est 80 aujourd'hui. Il y a notamment, par exemple, les 2 dernières savonneries des quartiers nord de Marseille. Il y a aussi les Tescopti qui racontent les 1336 jours de grève pour récupérer cette entreprise. Il y a aussi du miel, il y a des cartes postales qui ont été faites suite à des résidences d'artistes. Tout ça, c'est des prétextes à la fois pour partager ces récits sur lesquels qu'on fabrique en permanence. Mais je ne suis pas venu là pour parler d'Hôtel du Nord, mais plutôt pour parler de la Convention de Faro. Ça veut dire que pour faire tout ce travail-là de collecte, d'interprétation, de valorisation, on s'appuie sur une convention qui s'appelle la Convention de Faro, et qui est une convention sur la valeur du patrimoine culturel pour la société. Et une des nouveautés quand même sur cette convention, qui n'a pas été ni signée ni ratifiée par la France, c'est qu'il y a une petite nouveauté en France quand même. Depuis 2015, il y a une loi NOTE qui reconnaît que les droits culturels sont une responsabilité à la fois des collectivités locales et de l'État. Et donc c'est quand même un changement, ça veut dire que c'est aujourd'hui inscrit dans la loi. Et ce texte, en fait, c'est le même texte sur lequel nous on s'appuie maintenant depuis plusieurs années, qui reconnaît le droit de participer, on va dire, à la fabrique patrimoniale de tout un chacun. Et donc c'est plus de cette partie-là que je vais vous parler. Donc cette convention de Faro, alors pour la resituer aussi politiquement, qu'est-ce que c'est que le Conseil de l'Europe? Puisqu'il y a plusieurs institutions européennes et des fois on les confond. Et celle-là, c'est peut-être la moins connue. C'est la première institution européenne créée après la Seconde Guerre mondiale et qui est là pour promouvoir à la fois l'état de droit, la démocratie et les droits de l'homme. C'est-à-dire comment on va gérer les conflits en Europe, dans la construction européenne, non plus par la guerre ou par des régimes, on a parlé totalitaires, mais à travers ces outils-là qui sont l'état de droit, la démocratie et les droits humains. Donc c'est un organisme intergouvernemental auquel adhère alors l'Europe au sens large, 47 pays, 46 aujourd'hui, puisqu'il n'y a plus la Russie dedans, mais 47 pays qui adhèrent et qui travaillent sur ces questions-là. Et le patrimoine fait partie des sujets de travail, puisqu'on en a parlé, la question de l'usage, notamment par les régimes totalitaires, du patrimoine, mais pas que. On peut parler aussi de l'histoire coloniale, où il n'y a qu'à faire le tour de Marseille pour voir l'importance du patrimoine aussi sur cette question-là. Donc le Conseil de l'Europe, depuis longtemps, fait un certain nombre de recommandations et de conventions cadres. Donc c'est des conventions qui invitent les États, quand ils les signent, à progresser dans le sens de ces conventions. Et la convention de Faro est la première convention qui ne s'intéresse pas à comment on conserve le patrimoine dans des bonnes conditions, puisqu'il y a eu des conventions sur le paysage, il y a eu des conventions sur l'archéologie, mais c'est la première convention qui se pose la question de pourquoi on le conserve. Pourquoi on le conserve pour le dialogue interculturel, pourquoi on le conserve pour la paix, pourquoi on le conserve pour l'éducation, comment ça peut être une ressource aussi pour du développement local. Donc le patrimoine vu comme une ressource, et c'est la première convention qui pose ce cadre. Elle s'appelle de Faro, puisqu'elle a été signée à Faro en 2005 par l'ensemble des États. Et aujourd'hui, de plus en plus d'États la ratifient. Ça veut dire que quand ils la ratifient, ils s'engagent à progresser dessus. Les dernières en date, c'est l'Espagne, il y a l'Italie aussi qui l'a signé. Je le redis, la France ne l'a ni signé ni ratifié. Ça dit aussi quelque chose du rapport de l'État français à la question patrimoniale. Et donc cette convention, il se trouve qu'en 2013 à Marseille a été organisée par le Conseil de l'Europe le premier forum sur cette convention, justement parce qu'il se faisait dans les quartiers nord. Alors pas que Hôtel du Nord, il y a d'autres structures à Marseille qui travaillent aussi sur la convention de Faro. Et puis il y a beaucoup de gens aussi qui, je veux dire, appliquent la convention de Faro sans la connaître. Je veux dire, qui développent exactement le même type d'approche sans forcément revendiquer de la convention de Faro. Nous, ce qui nous intéresse dans la convention de Faro, c'est qu'à un moment, elle inscrit ça dans le cadre de l'action publique.
Et ça veut dire qu'on rentre dans une logique aussi où on n'est pas en train d'essayer d'écrire une histoire à la marge ou tout ce qui sont les risques de relativisme, de communautarisme, comme on nomme en France, mais c'est bien dans le cadre de l'action publique, on veut exercer cette responsabilité partagée et ce droit de participer à la fabrique patrimoniale. Et donc à Marseille a été créé suite à ce séminaire où ils sont venus dans les quartiers nord de Marseille. On les a invités plutôt à venir marcher avec nous à une méthodologie un peu particulière. Plutôt que de faire une conférence, on leur a dit non, vous allez venir sur le terrain, on va marcher ensemble, on va réfléchir ensemble. Et le Conseil de l'Europe a choisi de maintenir cette approche-là et de faire ce qui s'appelle des plans d'action Faro tous les 2 ans pour avancer sur l'application et l'interprétation de la Convention de Faro. Il se trouve que moi, j'ai la chance d'animer ce réseau depuis maintenant une dizaine d'années, parce qu'à un moment, il y a une trentaine d'initiatives qui réfléchissent avec le Conseil de l'Europe sur l'application et l'interprétation de la Convention de Faro, dont on a parlé du musée de l'abandon. Donc voilà, des initiatives de ce type-là qui font partie de ce processus-là. Et du coup, il y a 3 questions sur lesquelles on travaille, que c'est des questions que je pose ici au sujet de ce projet de Citadelle, qui sont en fait, qu'on avait déjà posées en 2013 à Marseille, mais qui continuent à être nos sujets de travail. Alors j'oublie de passer mes diapositives. Ça, c'est la loi NOTRe et la Convention de Faro. Le premier, c'est justement le respect de la diversité des interprétations. Comment on fait quand on sort d'une interprétation, celle que vous avez dit, de l'État-nation, et qu'on commence à respecter la diversité des interprétations, et en particulier quand on est sur des récits dissonants. On a parlé du musée de l'abandon. Moi, j'ai pu travailler 2 ans avec la ville de Forlì. La ville de Forlì, c'est la Città del Duce, c'est la ville de Mussolini. Il est né juste à côté dans un petit village qui s'appelle Predappio. Et il a fait de cette ville un peu son laboratoire, un de ses laboratoires, parce qu'il en a eu plusieurs, notamment au niveau architectural. Et donc, il se trouve aussi que voilà, cette ville a hérité de cet héritage, c'est-à-dire de grands bâtiments d'architecture fasciste. Et s'est posé la question de comment on travaille ces récits. Alors, il y a plusieurs récits. Il y a des récits pour qui c'est architectural, c'est des lieux. Il y en a pour qui cette architecture fasciste, c'est le dernier grand mouvement d'architecture italien, et qui trouvent que voilà, ils font le conserver parce que c'est une très belle architecture. Et puis derrière, c'est pas que de l'architecture, c'est aussi des mosaïques, c'est énormément d'artisanat italien qui a été valorisé, et pas qu'italien, puisqu'il y a beaucoup d'architectes étrangers aussi qui sont venus travailler en Italie à cette époque-là. Il y en a pour qui c'est très fonctionnel pour les habitants. Ils ont la chance d'avoir des gymnases énormes, des musées comme des musées, des écoles comme ils n'en avaient pas. Donc c'est une question d'usage. Il y a toujours les nostalgiques de cette époque-là, d'une Italie forte avec un pouvoir qui a été même colonial et qui sont nostalgiques de cette époque-là. Il y a des Européens qui sont nostalgiques du fascisme, mais pas que des Italiens, beaucoup d'étrangers qui viennent se prendre en photo sur la tombe du Mussolini. Et puis il y a le musée de la Résistance. Forlì, c'est un haut lieu de la Résistance, puisque c'est en fait, si Mussolini s'est formé là-bas, c'est que c'est une ville très industrielle, très syndicalisée. Ça a été un syndicaliste, il a fait son école dans cette ville-là. Et donc c'est un haut lieu de la Résistance, et dans ces lieux, ça a été des lieux aussi de torture, ça a été des lieux où des gens ont été fusillés, ça a été des lieux où des gens ont été emprisonnés. C'est pour ça que quand je visitais le fort, et voilà tous ces récits dissonants. Et Totalilloge, je trouve qu'ils avaient fait, justement, ce groupe qui a fait ce travail, avait fait une exposition qui était très bien, parce que le Forlì, plutôt que de traiter ce problématique qu'au niveau de l'Italie, s'est dit qu'est-ce que ce lieu, cette ville a quelque chose à dire, pas qu'à l'échelle de Forlì, pas qu'à l'échelle italienne, mais à l'échelle européenne, et qu'en fait la question des régimes totalitaires et de la propagande, c'est pas qu'une histoire italienne, et c'est peut-être en sortant par le haut, en le mettant à ce niveau-là, qu'on arrivera à le traiter. Donc ils ont créé un itinéraire culturel de l'architecture totalitaire en Europe. Alors, ça passe à peu près partout, hein. Mais je veux dire, voilà, donc ils ont commencé à travailler sur comment chaque pays traitait de ces régimes. Alors il y a des endroits où c'est abandonné, il y a des endroits où c'est utilisé, d'où le musée de l'abandon, il y a des endroits où c'est utilisé sans tenir compte de cette histoire-là. Et donc ils ont fait une collecte de photos, et l'exposition s'appelle Terrifiant et fascinant, parce que c'est des lieux qui sont fascinants au niveau architectural, comme peut l'être le fort ici. C'est des lieux qui sont fascinants quand on arrive dedans et qu'on vient de Marseille, et c'est des lieux qui sont terrifiants quand on écoute les histoires qu'on a entendues ce matin. Et que du coup, qu'est-ce qu'on fait de ça, mais surtout, en quoi ça, et moi c'est ce qui m'a marqué quand j'ai travaillé là, ça aide à comprendre aussi qu'est-ce qui se passe aujourd'hui en Europe. Ça veut dire que ce n'est pas que de l'histoire, les logiques de propagande, que ce soit au niveau de l'architecture, au niveau de la culture, au niveau de l'éducation, elles sont toujours à l'œuvre. Et du coup, c'est des endroits où on peut comprendre aujourd'hui que les Italiens n'étaient pas tous fascistes à cette époque-là, qu'il y en avait une minorité qui l'était, mais qu'il y a eu un très grand consensus autour du fascisme. Et c'est à cet endroit-là qu'on peut le comprendre et qu'on peut lire cette histoire. Et c'est voilà. Et du coup, ça pose la question de qu'est-ce que ici, ce fort va nous permettre de comprendre de la société d'aujourd'hui. En quoi il va nous aider peut-être à comprendre. Donc ça, c'est la première question sur laquelle on travaille. Comment on respecte. Donc c'est vraiment là, c'est plutôt des questions. On partage entre nous des réflexions et
les façons dont on travaille. Le deuxième, c'est de la question, si le patrimoine est une ressource pour l'éducation, pour des projets artistiques, pour des projets de développement local, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Comment un groupe de citoyens peut se saisir du musée et peut s'en servir pour un projet éducatif, pour un projet d'hospitalité, pour un projet, je ne sais pas, économique, etc. Donc ça pose la question, et c'est ce qui a été dit, des musées de société comme commun, comme bien commun, d'un seul coup on peut s'en saisir. Donc ça c'est le deuxième secteur sur lequel on travaille. Et le troisième sur lequel j'ai un peu plus posé des questions ici et qui m'avait été demandé un peu d'intervenir, c'est, alors vous ne le voyez pas, moi non plus, c'est la question de la différence entre participation et coopération. Il y a beaucoup de processus participatifs, notamment dans le champ du patrimoine, et c'est vrai que nous, on ne s'y retrouve pas forcément. Alors quand je dis nous, les membres du réseau Pharo, ça veut dire qu'il y a des endroits où on ne demande pas juste d'être dans un processus participatif, mais on demande d'être dans un processus de coopération. Et derrière, il y a cette question du droit de participer à tout le processus. Alors là, on vous enverra pareil le PowerPoint, on essaye de poser un peu les questions différemment, mais pour nous, un processus de participation n'a rien à voir avec un processus de coopération. Ce n'est pas un jugement de valeur, mais c'est deux approches différentes. Alors j'ai essayé de le résumer ici, je vais essayer de vous le lire, ce que j'arrive à lire moi aussi. Donc c'est vrai que qui est concerné souvent dans les processus de participation, on est considéré comme des publics. Alors on va être soit des usagers, soit des bénéficiaires, soit des catégories particulières. Dans les processus Pharo, on est des communautés patrimoniales, donc on est des collectifs d'habitants qui accordons de l'importance à un patrimoine qu'on sert transmettre dans le cadre de l'action publique. Donc c'est une posture qui est complètement différente. Ça veut dire qu'on n'est pas là juste comme usager du lieu, mais on y est attaché et on peut même être des fois en conflit avec l'institution qui a la responsabilité de ce lieu. Donc c'est déjà une différence qui est assez importante. Le deuxième, c'est sur la question du pourquoi. On va dire que dans une logique de participation, on va être plutôt dans une logique de faire comprendre une politique publique. On a mis en œuvre une politique, on essaye de la faire comprendre, de l'expliquer, d'être transparent. Là, on est plutôt dans une logique de redistribution des pouvoirs, si on est dans une approche Pharo. Ça veut dire qu'aussi qu'on redonne plus de pouvoir aux citoyens dans la gestion d'un lieu. Donc, pour moi, par exemple, c'est une des questions de ce lieu. Qui décide de ce lieu? Où sont les espaces de décision? Si on est en conflit sur des questions patrimoniales, mais aussi de choix de développement économique, comment ça va s'arbitrer? Donc après, je pourrais vous le renvoyer, mais donc là, on est plutôt dans la participation de renforcer la confiance dans la politique publique. Nous, on est plutôt renforcer le sentiment qu'on participe à ce projet-là. Donc c'est un peu à chaque fois d'essayer, ici dans la participation, on est plutôt dans vulgariser le savoir, on va essayer de rendre le savoir accessible. Nous, on est plutôt dans produire du savoir et participer à la production de savoir. Donc c'est quelque chose aussi qui est différent. On est dans la participation, on est souvent dans quelque chose d'assez temporaire et d'assez fonctionnel. Là, on est plutôt dans un processus de changement culturel, que ce soit de la part des élus, des conservateurs, mais aussi de la société civile. Dans notre rapport, vous disiez les exemples de contestation, mais aussi de rapport à un moment de dire non, on est partenaire et on a tout intérêt à renforcer l'institution. Mais par contre, on ne veut pas juste participer, on veut prendre part, qui est aussi coproduire. Donc le troisième, c'était à propos de quoi? Et c'est vrai que souvent, la participation est sur des enjeux très définis. On va nous demander de participer à des choix sur une partie du projet sur lequel on va nous demander de participer. Nous, ça nous intéresse à participer dès le début à la définition des enjeux. Quels sont les enjeux de ce jeu-là? Et notamment aussi comment vont être gérés les conflits. Ça veut dire si on n'est pas d'accord sur des interprétations, sur des façons dont c'est valorisé, etc., comment ça va être arbitré. Donc d'un côté de la participation, on n'est plus sur l'efficacité de la décision publique, nous on est plutôt sur la qualité du débat démocratique. Donc la question de où sont ces espaces de débat démocratique, comment vont s'exercer ces droits humains et surtout comment va s'exercer aussi l'état de droit. Ça veut dire comment nous aussi en tant que citoyens on va pouvoir faire appel à des experts, à des historiens, à des géographes pour nous aider aussi à documenter, à pouvoir partager nos propres récits. Et le dernier, c'est bien sûr la question du comment. Et c'est vrai que nous, si on a choisi de faire une coopérative dans les quartiers nord de Marseille, on a inscrit dans nos statuts, par exemple, les habitants ont la majorité dans ces statuts-là. C'était important, puisque par exemple, dans les quartiers nord de Marseille, il y a beaucoup, et je le dis parce que j'en fais partie, beaucoup de gens de l'extérieur qui viennent intervenir dans ces quartiers et qui en repartent. Et il y a ce sentiment souvent d'être instrumentalisé. Et que notamment nos récits, on collecte les récits, mais après ces récits vont servir à de la promotion immobilière, vont réussir à de la promotion aussi touristique, vont réussir aussi à des logiques de domination. Donc on n'est pas associé à la prise de décision. Et du coup, dès le début, nous on a inscrit dans les statuts que les habitants avaient la majorité statutairement. Il ne faut plus que la moitié des gens qui sont membres de la coopérative soient des gens qui habitent et qui résident dans les quartiers nord de Marseille.
Donc ça, c'est un peu ces questions-là. Donc il y en a un, on est sur des règles. Là, nous, on est plus sur des principes de droit. Dans la participation, on va se mettre d'accord sur des procédures, alors que nous, on veut se mettre d'accord sur l'enjeu. L'enjeu politique, c'est lequel qui se joue à cet endroit-là. Dans la participation, on est plus dans l'expression d'opinion, et nous, on est plus dans du partage de responsabilités. Ce qui nous intéresse, c'est comment... Alors, le mot partage, il est un peu ambigu, parce que des fois, il donne l'impression qu'on va partager en petits bouts. Et c'est ce qui inquiète souvent les conservateurs aussi du patrimoine dans la Convention de Faro. Ce n'est pas partager, c'est au contraire élargir, et que nous, on participe aussi à assumer cette responsabilité. Et ce n'est pas juste essayer de la séparer en petits bouts. Et pour finir un peu, c'est sur voilà, il y a dans la participation, on est plus dans une politique publique. Nous, ce qui nous intéresse, et ce qui nous intéresse particulièrement à Marseille, c'est comment on fait émerger un service public patrimonial. Ça veut dire un endroit où on peut, en tant que citoyen, interpeller la puissance publique, lui dire qu'on aimerait bien travailler sur l'histoire de cette école, sur l'histoire de ce lieu pour telle et telle raison, et qu'on puisse nous aussi avoir accès aux archives, contribuer aux archives, faire appel à des coopérations scientifiques, etc. Donc c'est voilà, passer d'une logique de politique publique à une logique de service public. Et c'est ce qui nous intéresse au Hôtel du Nord, notamment dans des coopérations aussi avec le musée d'histoire. Alors ça oblige aussi, c'est beaucoup de la recherche-action, puisqu'on n'arrive pas avec des recettes, puisqu'on change complètement, on va dire aussi, de paradigme. Dans le rapport, quand on rentre par la question des droits culturels, on passe d'une logique de participation à une logique de coopération. Et ça oblige tout le monde à changer sa façon de travailler et de penser la question patrimoniale. Non, on a eu des exposés avec certaines formules, certaines méthodologies de travail. Est-ce que vous avez envie de rebondir sur ce que les uns et les autres ont dit du côté de... Je vais faire le bon élève pour une table ronde. Non, parce qu'on est à la veille des journées du patrimoine. À la ville de Marseille, on parle des journées du patrimoine et des journées du matrimoine aussi. Et l'élu à la culture, hier, dans son discours au musée d'histoire, a insisté effectivement là-dessus. Donc, c'est quand même intéressant de voir qu'un événement aussi académique et les journées du patrimoine, lui-même, déjà dans sa propre appellation, montre qu'il y a une évolution dans la perception de la chose. J'imagine difficilement Jack Lang parler des journées du matrimoine lorsqu'il a lancé le truc dans les années 80. Ça aurait été, je pense qu'il aurait été hospitalisé ou amené peut-être ici même rapidement. Mais en tout cas, voilà, on voit bien quand même qu'on assiste dans la profession. Je pense que ça traverse l'université, la vie, la société civile, disons, les institutions culturelles, enfin, en France ou à l'étranger. On est quand même à un moment, je faisais allusion à cette définition de l'ICOM, mais il y a eu des tentatives il y a 2-3 ans qui parlaient d'un musée polysémique. Alors là, les conservateurs se sont regardés, on dit qu'est-ce que ça veut dire polysémique, c'est pas possible, il faut quand même que ce soit intendable. En tout cas, il est très intéressant et je trouve que ces deux tables rondes s'articulent bien en réalité entre celle de ce matin et bravo Mathilde pour l'organisation. Mais en tout cas, ça s'articule bien parce qu'on voit bien comment à partir d'une histoire, je ne veux pas dire officielle, une histoire qui est en train de s'écrire et on voit bien les architectes ce matin ont dit ça, le témoignage de M. Goury, enfin. On voit bien qu'on est à la fois dans cette dynamique de constitution d'une documentation colossale et un travail d'archéologie de la mémoire ici. Et puis, on voit bien qu'on est confronté à des enjeux colossaux sur des stratégies de restitution de tout ça qui ne sont pas du tout simples à construire, qui doivent se construire à plusieurs mains, avec plusieurs sensibilités. C'est à la fois c'est le temps long. Moi, c'est un peu ce que je voudrais dire aussi, c'est qu'il y a la question du temps qui aide. Et c'est bien qu'il y ait un bail amphithéotique de 40 ans, entre la ville de Marseille, parce que la ville est propriétaire de tout ça, et elle récupérera les clés dans 40 ans, ou moins maintenant. Mais en tout cas, voilà, c'est sans doute c'est ce qui donne aussi de la force à ce projet, et ce qui fait qu'on peut être avec un peu de sérénité malgré tout, et de se dire quand même qu'on a le temps avec nous. Il y a sans doute des choix compliqués à faire au niveau de l'architecture, et ça c'est... Je ne voudrais surtout pas être l'architecte du patrimoine de ce projet-là. mais en tout cas, voilà, la temporalité, la diversité des points de vue, la chance qu'il y a à Marseille d'avoir aussi une université qui se projette dans ces questions-là. Moi, ça fait maintenant un peu moins de 5 ans que je travaille ici. C'est très agréable d'être dans un écosystème aussi riche et de savoir vers qui se tourner, d'avoir des universitaires qui travaillent ces questions-là d'un point de vue hyper conceptuel, nous qui sommes un peu plus sur le terrain, mais qui pouvons du coup ouvrir nos espaces à des expérimentations. On en fait une en ce moment avec Hôtel du Nord, elle vaut ce qu'elle vaut. Le résultat, il n'est pas spectaculaire, c'est une fois de plus, c'est pas Jeff Koons, mais c'est intéressant du point de vue
l'implication d'une population, de la façon dont un musée, en plus comme le nôtre, installé dans un centre commercial, c'est quand même spécial. Du coup, je crois que ce que j'entends depuis ce matin, c'est très intéressant parce que ce lieu-là, la Citadelle, à mon sens, incarne et incarnera et sera un concentré. Et c'est une opportunité extraordinaire qu'ensemble, on arrive à ici, peut-être avec la souplesse et l'agilité d'une association, et non pas de l'institution, qu'elle soit municipale, universitaire, est toujours une machine un peu technocratique, qui des fois ne réagit pas tout de suite. Ici, je pense qu'on a le pain et le couteau pour imaginer des modèles, des expérimentations, un laboratoire, pour que ce qu'on entend depuis ce matin puisse finalement s'inscrire dans une temporalité qu'on devrait vivre, a priori. Et ça, je trouve que c'est vraiment très, très fort. Voilà, c'était juste un ressenti très, très personnel. Si, oui. Je rebondis sur ce qui s'est dit là sur le temps long. Moi, ce que je trouve, l'expérience qu'on mène avec Actavista, donc ça fait 16 ans maintenant, c'est ce que certains trouvaient comment dire, négatif, c'est-à-dire le temps des travaux au début, parce qu'au début, il y avait quoi ? Il y avait 12 personnes. Là, enfin, ça a été parfois sportif, il faut bien avouer, parce que là, vous arrivez, il y a tout qui est mis en place, et ça a laissé le temps, justement, nous, de notre côté, ça nous a laissé le temps d'acquérir une connaissance, parce qu'il n'y en avait pas beaucoup de réunis sur ce fort, de connaître le monument. Et quand on parle de partage, moi, je trouve que c'est vraiment un travail collectif qui s'est fait avec les équipes d'Actavista. Alors, à notre niveau, chacun à son niveau. Nous, en tant qu'architectes, on a beaucoup travaillé avec les compagnons, avec les encadrants. On a beaucoup expliqué de nous ce qu'était le fort. À chaque fois, on a échangé notre connaissance qui nous paraissait... Parce que nous, on est quand même là pour conserver la qualité du monument. Mais ces échanges ont fait qu'il y avait des sortes... On s'est ajusté, nous aussi. Il y avait des échanges qui se sont élargis à toute l'équipe d'Actavista. Et ce côté collectif est super intéressant. Alors, on a bien compris qu'après, il faut aller au dehors. Mais déjà, dans le petit monde qu'on a créé, c'était super intéressant. Ça nous reposait un peu de nos chantiers traditionnels où il y a une notion... Et il y avait cette notion de temps qui était fondamentale. Parce que quand on a 2 ans ou 3 ans pour faire un projet, on ne peut pas. Donc on a pleinement profité de ce temps long, que parfois Mathilde aimerait un petit peu plus court, mais qui a été très bénéfique. Ça a évité beaucoup d'erreurs et ça a permis aussi de faire comprendre et que tout le monde petit à petit s'agrège au projet. Voilà. Moi j'avais justement une question. En écoutant les récits de ce matin, il y a énormément de personnes qui sont passées ici dans les chantiers d'insertion. Et il y a des profils qui sont des gens, de ce que j'ai compris, aussi réfugiés ou des gens qui sont passés par la prison. Et qu'est-ce que ça veut dire de rénover un lieu qui raconte quelque chose aussi du rapport à l'État et du rapport à la prison ? Et je pense notamment à un programme européen qui s'appelle Migrant Tour, qui a eu lieu à Marseille, mais aussi de façon différente à Paris, où là, à Paris, c'est des visites qui sont montées entre des anthropologues et des réfugiés actuels et qui permettent de raconter l'histoire des migrations à Paris. Mais du coup, ça raconte aussi l'histoire des migrations passées, mais aujourd'hui, des histoires des migrations telles qu'elles se passent aujourd'hui, et en quoi les migrations passées résonnent aussi aujourd'hui, et du coup, ça fait lien aussi avec l'enjeu des migrations. Et du coup, ma question de personnes qui sont dans un chantier de réinsertion en train de retaper des prisons, quand eux-mêmes soit en sont sortis ou quand ils ont été réfugiés, qui sont dans un rapport à l'État qui est particulier, est-ce que ça, c'est une question, parce que c'est les premiers, en fait, à utiliser quand même depuis une quinzaine d'années ce lieu, et comment ils sont associés peut-être à cette mise en récit et de par des parcours qui sont... c'est une question que j'ai eue ce matin en entendant la présentation à la fois d'Actavista et de ce qui s'est passé ici. Non, c'est une excellente question à laquelle je vais peut-être apporter un début de réponse et je laisserai aussi Mathilde peut-être compléter. C'est une question très importante et on s'est rendu compte que pendant plusieurs années, pour être très franche et honnête, on sensibilisait peu nos salariés en insertion au site. Ils arrivaient et ils étaient directement mis dans une ambiance formation, recherche d'emploi, parce que c'était l'objectif principal de notre association. Et donc là, on est en train de se dire, bon, déjà, c'est juste indispensable pour ces personnes qui viennent travailler ici, de comprendre l'histoire du lieu, l'importance que ça peut revêtir ou pas pour eux d'ailleurs, parce qu'ils ont tous un rapport au patrimoine, comme nous tous, très, très différent, qui peut être très varié. Donc on commence à mettre en place systématiquement déjà, quand les salariés arrivent, des temps d'échange, de visite et de présentation un peu de l'histoire du fort. Après, il y a un vrai, dans le projet de développement de la Citadelle,
les salariés en insertion sont les premiers avec qui on va aussi travailler autour de ces récits, du rapport au patrimoine, de ce que ça peut faire générer comme sentiment, effectivement, en fonction des parcours de chacun, d'aller travailler sur des monuments dans lesquels il y a eu des choses assez terribles aussi qui sont passées, qui peuvent renvoyer des choses très fortes chez eux. C'est un travail qu'on commence à peine vraiment à amorcer et que la citadelle va continuer à entreprendre davantage. Mais c'est effectivement très très important. Oui, juste pour compléter, en effet, sauf erreur, il y a assez peu de liens qui étaient faits jusqu'à présent entre l'histoire du fort et notamment l'histoire dissonante du fort et l'arrivée des salariés en insertion. Alors, le projet de la citadelle, il vient combler cette attente, très clairement, et ça a commencé assez vite, finalement, aussi d'un point de vue artistique. On a commencé avec une résidence d'artistes, en fait, de 2 semaines, très, très courte, avec Rémi Bragard, qui est venu interroger en décembre dernier la question du hasard. Et qui a fait un travail avec une douzaine de personnes et qui se sont retrouvées autour de la question du hasard et du destin. Et c'était une accroche qui a permis aussi de convaincre, s'il fallait qu'il soit convaincu, mais il l'était déjà, l'équipe d'Actavista qui est concentrée sur effectivement la réussite vers l'emploi et vers la réinsertion de ses salariés, que c'était aussi une façon d'enrichir leur parcours de réinsertion. Et ça, c'est donc dès à présent, dans cette nouvelle année scolaire, entre guillemets, ancrée dans la relation qui va pouvoir s'établir entre les activités de la citadelle et les activités d'Actavista et de BAO. Et par ailleurs, d'une manière un petit peu plus détournée, mais quand même, on se rend compte que le principe d'un chantier d'insertion, c'est pas nécessairement de former au métier dans lequel ils sont accueillis. 100% des gens qui sont ici n'ont pas vocation à devenir maçons du bâti ancien. Ils ont surtout vocation à se remobiliser autour d'une démarche professionnelle et à travailler leur projet professionnel. Et parmi ces gens-là, il y a des salariés qui s'intéressent au métier de la culture, de près ou de loin, au métier de la médiation, au métier de l'accueil, au métier de la sécurité, au métier de la restitution. On fait des expérimentations aujourd'hui où on associe, par exemple sur cette semaine du patrimoine, 6 salariés en insertion qui nous accompagnent pendant les 2 semaines sous forme de stage en fait, pour participer de manière un peu plus proche aux activités qui sont proposées et puisque derrière il y aura un effet vertueux qu'on l'espère, c'est-à-dire que la citadelle proposera des débouchés professionnels dans les métiers de la culture à ces gens-là et proposera aussi de compléter les parcours d'insertion, quels qu'ils soient, des salariés en insertion. D'autres questions, d'autres remarques, d'autres compléments? Oui. Merci beaucoup. Je suis à côté de Marina Lafont-Borelli, qui est chancelière de l'Académie de Marseille, et nous représentons tous les deux l'Académie. Nous sommes venus voir Mathilde au mois de juillet, et nous écoutons et nous regardons très attentivement. Pourquoi? Il y a 300 ans qu'existe l'Académie. Marina est à la tête du comité qui prépare cet événement, parce que l'Académie a beaucoup souffert. L'Académie a eu des moments de grandeur, elle a eu des moments de grande difficulté. Et aujourd'hui, ici, je ressens tout ça. Je ressens tout ça à travers le témoignage de M. Gory, parce que je suis né sur la Canebière. Et ces hommes en très grande peine, on en a vu souvent, et même dans d'autres décennies. Mais ce que je voulais témoigner, c'est que j'ai été longtemps investi dans la création du MUCEM, puisque nous avons créé une association qui aujourd'hui est connue, qui s'appelle l'Association des Amis du MUCEM, avec Alain Bourdi. Alain n'était pas marseillais, il connaissait personne. Et bon, je connaissais un peu de monde. Je l'ai aidé comme j'ai pu. Et aujourd'hui, on est amis adhérents. Pourquoi je dis ça? Parce que le Fort Saint-Jean était un lieu de non-droit pour les Marseillais. Malheureusement, dans leur histoire, les Marseillais ont connu ce dédain de Paris
ce dont Pierre Barbizet, qu'on fête en ce moment, notre confrère défunt, disait « Marseille est malade de Paris ». Toutes ces constructions de forts, toutes ces décisions étaient souvent prises contre les Marseillais. Et j'en finis pour féliciter, mais vraiment de tout cœur, Mathilde et tous ceux qui l'entourent. C'est qu'elle a commencé par la bonne porte, c'est-à-dire de l'ouvrir. Et justement, la difficulté qu'on a eue au Fort Saint-Jean, c'est que les Marseillais ne savaient pas ce qu'il y avait derrière ces murailles. Et on leur en avait privé, pourtant ça devait être à eux. Alors ici, il y a deux choses qui leur appartiennent. C'est l'histoire, bien sûr, de ce fort, toutes les grandes souffrances qu'il y a eu. Et puis le photographe que j'ai été toute ma vie, passionné, c'est le site idéal pour regarder Marseille. Voilà. Merci pour tous vos témoignages et nous serons très attentifs à tout ce qui va se dérouler. Je voudrais juste compléter ce que dit Gérard avec un regard de médecin, parce que dans une autre vie précédente, j'étais médecin. Et il m'est apparu à l'évidence, en vous entendant tous aujourd'hui, et en entendant la résonance de ce lieu de mémoire, et en voyant ce que fait Acta Vista, que cette résonance dans le personnel qui apprend un nouveau métier et à se remettre dans le goût de la vie, eh bien, je pense que ça doit être un lieu de réconciliation et d'acceptation pour continuer. Et je pense que c'est ce qu'il y a peut-être de plus beau dans ce projet. En tout cas, moi, ça me touche extrêmement profondément. Ça ne m'était pas du tout apparu, mais ça paraît à l'évidence dans tout ce qui a été, tout ce sujet qui a été traité. Et puis juste à l'intention de l'ouverture de l'exposition, d'une exposition qui vient d'avoir lieu au musée d'histoire, je pense que tout ce qu'on a dit sur l'art et l'art contemporain dans les musées et le rôle qu'il peut y jouer, eh bien, il vient de s'ouvrir cette exposition extraordinaire dont Fabrice Denys vient de parler. Je vous engage, pour tous ceux qui n'ont pas encore eu le temps d'y aller, à y aller, parce que c'est assez stupéfiant de voir cet accord qu'on est arrivé à faire aujourd'hui, qui pour moi est exceptionnel. Et il a été dit tout à l'heure que ce n'est pas toujours facile de mettre Jeff Koons à Versailles. Je pense que là, l'expérience est totalement réussie. Et moi, je ne l'avais jamais vu aussi réussi dans d'autres musées. Donc je voulais en témoigner. On continue le tour de parole. On a encore du temps pour discuter, s'exprimer, échanger. Merci. Oui, moi je reviens un petit peu, pardon. Je reviens un petit peu en arrière, juste sur le début, enfin sur la table ronde, et parce que je m'interroge sur le statut de l'artiste en fait dans un projet comme celui-ci. Et comment il peut être combinable avec cette approche des droits culturels. C'est-à-dire, j'ai souvent l'impression que, quand on le voit dans le cas de ce qu'on appelle oui, justement, le patrimoine sensible, beaucoup autour de la question du passé colonial, notamment, les institutions font appel à des artistes à qui on confère, en quelque sorte, une délégation d'autorité pour, en fait, se charger de trouver une autre issue à ces patrimoines sensibles, à ces objets dont on sait que faire. et donc l'artiste va devenir cette autorité qui prend ça en charge. Et du coup, comment est-ce qu'on peut combiner ça avec l'approche des droits culturels et avec du coup aussi donner une approche collaborative avec des citoyens. Voilà. Je vais arbitrairement donner le micro à quelqu'un et qui va devoir répondre à cette question un petit peu compliquée. Qui voudrait répondre? Parce que je ne suis pas quand même très cruel, aussi cruel que ça. Non, mais je peux juste citer un exemple de nous, quand en 2013, le musée d'art contemporain nous a proposé une résidence d'artistes et nous a proposé l'artiste. Et collectivement, je ne dirais pas à l'unanimité, on a refusé la proposition. Parce que voilà, on voulait, ce que je disais, être associé aussi à la décision du choix de l'artiste, à la décision aussi de comment ça allait se dérouler.
Et finalement, ça a été Stéphanie Nava qui est venue, qui a été en résidence pendant 6 mois dans toutes les chambres d'hôtel du Nord, les savonneries, qui était une artiste plutôt de land art. Mais ça a été aussi un choix collectif de la coopérative de travailler avec elle. Mais du coup, ça a été de dire non, on ne veut pas juste arriver à la fin quand vous avez choisi l'artiste qui va être en capacité de raconter de façon sensible les récits dissonants des quartiers nord de Marseille, mais c'est plutôt de reprendre au début. Alors pas à la place du musée d'art contemporain, mais ensemble, de se dire quel va être le centre de cette exposition, comment ça va se dérouler, etc. Ce qui aboutit à un choix très différent, alors que sinon, voilà, on nous avait casé un artiste qu'il fallait mettre quelque part, donc les quartiers nord c'était bien, etc., etc. Donc je caricature, mais il y avait cette impression-là que nous, ça nous avait fait quand on était arrivé en nous disant, voilà, vous avez la chance d'avoir cet artiste reconnu régionalement qui va être attentif à votre sensibilité. Donc ça répond indirectement. Ça a été plutôt d'ouvrir justement un espace de débat avec le musée et de discuter ensemble. Il se trouve qu'en plus, l'expertise est de côté, puisque dans Hôtel du Nord, sur les 80 sociétaires, il y a déjà un bon tiers qui sont aussi des artistes. Donc la question de la place de l'art, voilà, ça a été un débat un peu plus large que juste choisir un artiste. Mais qu'est-ce que ça veut dire faire un artiste en résidence? Qu'est-ce qu'il va rendre à qui dans une capitale de la culture, etc., etc. Oui, moi je peux donner un petit élément, il sera un peu à côté, parce que ce ne sera pas forcément traiter la position de l'artiste par rapport à la question des droits culturels, plutôt voilà, dans le cadre de projets tels que ceux que je vous ai présentés, de projets art-sciences, la question de la position de l'artiste pour essuyer des éléments par rapport à des questions voilà, délicates, difficiles, comme la question des patrimoines dissonants. Ce n'est pas vraiment une délégation d'autorité, c'est plutôt participer à la pluralité des regards. Voilà, donc, dans le cadre de Rue d'Alger, par exemple, l'objectif était justement de faire dialoguer le point de vue d'un artiste avec celui de chercheurs en histoire ou de chercheurs en sociologie, anthropologie, géographie culturelle sur ces questions. Donc là, on est plutôt dans la mise en œuvre d'un dialogue entre personnes qui ont des pratiques différentes. Je voudrais juste rajouter que sous le parapluie, le mot parapluie artiste, on a beaucoup de pratiques différentes. Et il y a des artistes qui sont vraiment dans une logique d'autonomie, qui ont leur histoire à raconter, qui ont leur sensibilité à raconter. Et c'est probablement pas les artistes qui vont être dans une démarche sociale, dans une démarche de collaboration, de co-création avec les communautés. Donc je pense que c'est vraiment... c'est pour ça que je parlais de la clarté de l'objectif. Parce que si l'objectif de qu'est-ce que fait l'art dans le musée d'histoire n'est pas clair, il ne peut pas être communiqué clairement au niveau des artistes, il ne peut pas être communiqué clairement au niveau du public. Donc je pense que c'est pour moi la source de plein de malentendus, justement, au niveau de l'intégration de l'art dans les musées d'histoire et dans les musées en général. Je pense que c'est vraiment intéressant quand on peut avoir un artiste qui, justement, a déjà cette démarche sociale, cette démarche, ce sens du rôle social de l'art, qui a cette intention et cette volonté de travailler, de se faire un peu, de faire partie d'une démarche de collection d'histoire, par exemple, plutôt qu'un artiste qui a une vision singulière sur le monde. Je pense que c'est différents types de projets et de mise en œuvre de ces projets qui changent, à mon avis, complètement la donne. Je me sens obligé de répondre aussi, puisque tout le monde a pris la parole, je ne vais pas être isolé. Mais en fait, on a une expérimentation là en cours au musée d'histoire qui pose clairement cette question aussi de la place de l'artiste. Et alors on parlait des mémoires dissonantes, là on est plutôt sur la question de la mémoire traumatique des effondrements de la rue d'Aubagne, puisque ça nourrit un projet au musée d'histoire qui est un projet évolutif, expérimental, qui a des hauts et des bas, mais en tout cas qui vit et qui est en train de se réactiver, qui est donc le projet Rue du musée, musée de la rue, porté par l'association Noailles Debout, et qui maintenant arrive à une certaine... alors il y a beaucoup d'artistes, hein, certains sont d'ailleurs dans la salle, qui sont parmi les premiers à avoir investi ce champ-là, et aujourd'hui, le musée devrait accueillir des productions artistiques qui sont en cours ou qui vont bientôt intervenir, d'artistes choisis par des habitants, par le conseil d'administration d'une association, comme étant en capacité, ils ne sont pas forcément des artistes marseillais, mais ils sont en capacité d'aller travailler sur la question des rêves ou des cauchemars des habitants. Et donc il va y avoir une mise en scène dans le musée des cauchemars d'habitants qui sont hantés par un certain nombre d'images. Et la mémoire traumatique va s'exprimer aussi à travers ça et va s'inscrire dans un récit collectif aussi. Voilà, c'est pour dire qu'on peut aussi aller chercher un artiste sur un mode qui n'est pas du tout celui d'une commission
d'experts, de musées. On n'est pas du tout là-dedans, puisque le musée plutôt met à disposition un outil, un espace. Et les artistes arrivent à un certain moment du processus, pas au début, pas à la fin, à un certain moment jugé adéquat pour que ça marche. Et donc ils deviennent les médiateurs eux-mêmes, tout en étant respectés dans leur projet artistique, mais ils sont les médiateurs de quelque chose qui échappe à l'entendement, qui ne pourrait pas être montré en texte ou en image. Voilà, c'est juste. Donc c'est une expérimentation qui, je pense, dans les mois qui viennent, ça devrait être assez intéressant, il me semble, de revenir au musée, voir comment ça se passe, comment ça va s'incarner. Oui, merci. Évidemment, c'était un peu provocateur comme question, mais c'était fait exprès. Parce que je pense que dans un projet comme celui-ci, c'est important de penser cette place de l'artiste et à quel moment il intervient et comment il est choisi, etc. On continue. Combien il nous reste de temps Là, c'est 12h35. Encore 10 minutes. Très bien. Est-ce qu'il y a des remarques, des envies, des désirs? C'est aussi un moment où on peut s'exprimer plus globalement. Oui, par rapport à tous ces débats, il est évident qu'un monument comme celui-là, aussi chargé de souffrances et de souffrances successives et de contraintes, ne pourra s'en sortir pour avoir un programme qui évoque cette gravité que peut-être justement avec les sensibilités d'artistes qui vont s'y exprimer. Je pense à un certain nombre de ratés sur des monuments graves. Je pense à la base de sous-marins de Saint-Nazaire, qui est responsable de la destruction de la ville de Saint-Nazaire à 90%, dont on a voulu faire un centre commercial, ce qui était un non-sens complet. Alors maintenant, on a rajouté un musée des paquebots, très bien. Mais je pense aussi à la prison de la Haganah. Donc, le mandat britannique en Israël, en Palestine, avait torturé tous ces combattants juifs de la guerre d'indépendance. Et quand l'État est né en 1949, on ne savait pas quoi faire de cette prison, qui était trop chargée. On ne savait pas comment s'en débarrasser. Et donc, elle est restée là comme une friche, comme une honte, comme une souffrance, jusqu'à ce qu'on la détruise. Et que, par bonheur, on trouve la commanderie des Chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem qui était en dessous et qui est devenue aujourd'hui un lieu touristique. Mais aujourd'hui, les Israéliens n'ont plus de quoi raconter à leurs enfants ce qu'avait été la réalité des combattants juifs de l'indépendance. Et ça leur manque. Il y a un retour traumatique. Comme aujourd'hui, on a tellement gommé le bombardement de Royan par l'aviation française, il n'y a plus aucune trace de l'anéantissement de la ville. Et les enfants ne croient plus que la ville a été reconstruite après 1945. Donc aussi, comment laisser des traces des plaies. Et c'est effectivement aussi toutes ces plaies à vif dont Michel a exprimé un des éléments, mais il y en a d'autres, beaucoup d'autres. Comment effectivement les raconter, et seules des sensibilités artistiques, je pense, le feront. D'autres remarques? Oui. Je vais tomber un peu à côté de la plaque, mais il faut regarder l'histoire complète de la citadelle, c'est-à-dire au départ. Alors, je nie absolument pas toutes ces souffrances, le rapport à la ville et tout, mais il ne faut pas non plus caricaturer le rapport à la ville, parce qu'il y a beaucoup de Marseillais qui étaient très contents des travaux de Louis XIV. Il y en a beaucoup qui se sont enrichis. La ville n'a jamais été aussi prospère. Donc, il faut voir globalement, analyser le rapport. Et le commandant était toujours convié aux réunions. Il faisait partie des notables. Il y avait l'évêque, il y avait le maire. Donc, c'est un peu plus compliqué. Et surtout, la citadelle, c'est ce qu'elle redevient un petit peu au départ. C'est une citadelle, c'est-à-dire un endroit où on envoyait les garnisons pour se remettre. Elles avaient été malades, elles avaient fait des guerres, donc ils venaient se reposer. Ils allaient à la chasse aux lapins, comme disait Chantal, à côté. Enfin, je ne dis pas que c'était le paradis du tout, mais il y avait quand même des conditions de vie. Vous aviez le moulin qui faisait du blé, il y a un fourni lapin avec des fours à pain en haut, il y a une blanchisserie, il y a une infirmerie. C'était un lieu de vie. Alors, je ne dis pas que c'était Byzance, mais il y avait quand même une notion de vie collective. Et c'est toujours pareil, il ne faut pas caricaturer. Après, il y a eu un détournement. Et puis, de temps en temps, évidemment, elle était utilisée comme prison un peu dure. Mais globalement, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Donc, peut-être qu'il faut prendre toutes les pans de l'histoire pour arriver à redonner à la citadelle. Elle était quand même un lieu de vie. Alors, en faire quelque chose d'encore mieux, mais il ne faut pas oublier ça. Voilà. Bonjour, Noël Colombier des archives de la ville de Marseille. Je rebondis sur ce que vous dites pour
pour signaler que nos archives, à proprement parler, témoignent de toutes ces différentes périodes, même si on n'a évidemment pas les archives de la construction du fort, on a des choses qui sont reliées à l'exercice de la cité en lien avec les affaires militaires. Et pour les plus récentes, ça parlera effectivement du lieu de commémoration qui est l'ancien moulin, et jusqu'à des documents plus anciens qui signalent l'existence d'une fontaine avant même l'existence du fort. Donc il y a différents effectivement documents qui sont forcément parcellaires, puisque voilà, les archives n'ont pas su tout conserver. Mais après, c'est à voir comment ça peut être utilisé dans ce que vous souhaitez faire comme exercice d'interprétation et de restitution. Mais j'imagine bien que le visiteur, qu'il soit marseillais ou complètement étranger, peut à la fois, à travers des documents, mais aussi des récits, comme on en a eu tout au début de la matinée, c'était fort intéressant. J'imagine que c'est fort intéressant pour un visiteur de réentendre, de vous réentendre tous, Nicolas Fauchère, voilà, selon le temps dont on dispose, selon les archives que l'on met à la disposition de notre regard. Et pour à la fois rentrer ici et repartir avec autant de choses apprises que de questions et que de questionnements, si on se laisse à la fois envahir par une proposition artistique que par le temps que l'on dispose pour regarder la ville, si on est un simple observateur curieux voilà, de cet endroit. Très formellement, pour conclure la matinée, je voulais dire que, et ça vient juste de m'apparaître, mais on est dans un lieu embarrassant à plusieurs égards. Et c'est toujours la même histoire. Il ne faut pas le voir comme un handicap, mais il faudra plutôt le transformer en qualité, en opportunité possible. En se rappelant aussi que embarazada en espagnol, ça veut dire être enceinte. Voilà, et qu'il y a peut-être quelque chose de cet embarras-là ici, à la Citadelle. Voilà. Je voudrais quand même remercier infiniment les intervenants, Cyril, pour leur présence, pour leur travail, pour d'avoir été suffisamment flexibles pour accepter ces conditions difficiles d'intervention. Et j'en profite pour lancer un appel formel à Isabelle Guérin, en tant qu'architecte du patrimoine, pour m'aider auprès de la DRAC afin de couvrir la demi-lune ou de trouver un endroit qui nous permette à court terme d'accueillir du public dans de très bonnes conditions. Voilà. Donc ça c'était pour... en tout cas, vraiment, merci beaucoup. Merci aux intervenants de la première table ronde. Merci à vous. Merci infiniment de votre présence.